Cet épisode est présenté par l'Académie canadienne de santé pelvienne. Pour tous vos besoins en formation continue en physiothérapie périnéale et pelvienne, faites-leur confiance. Elles sont la référence au Québec depuis plus de 30 ans. Elles offrent aussi du mentorat en ligne. Pour tous les détails sur le contenu des formations, que ce soit en anglais ou en français, en ligne ou en présentiel, rendez-vous au canadianpelvichealthacademy.com. Aujourd'hui, j'aborde un tabou important au niveau de la santé de la femme, les incontinences et les descentes d'organes, donc les prolapsus des organes pelviens avec Marie-Josée Laure, qui est physiothérapeute. Allô, Marie-Josée, Bonjour Isabelle. ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ça me fait plaisir d'être ici, de parler avec toi. Merci. Marie-Josée est très occupée. C'est une physio qui donne beaucoup de formations aussi en santé pelvienne au Québec. Donc, je vais te laisser te présenter. Parle-nous de tes expériences, ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, oui, en fait, ça fait plusieurs années que je fais de la rééducation périnéale. J'ai été dans les premières au Québec et au Canada, en fait, à commencer. Fait que ça fait plus de 35 ans maintenant. Et la rééducation périnéale a beaucoup évolué, en fait, durant ces années-là. J'ai aussi développé on a une compagnie d'enseignement qui s'appelle l'Académie canadienne de santé pelvienne, qui est pour former les physiothérapeutes à travers le Canada pour justement faire des traitements en rééducation périnéale et pelvienne. Je travaille aussi maintenant à une clinique, Kinatech Centre de santé pelvienne à Pointe-Claire dans l'ouest de l'île de Montréal où on traite justement des problématiques, reliées au plancher pelvien, au bassin, tout ce qui a en fait relié à ce qu'on va parler aujourd'hui là dans le podcast. Merci beaucoup de prendre du temps avec moi. Juste pour qu'on contextualise, là, quand on va parler de la femme, aujourd'hui, on va parler de l'anatomie d'une personne qui est née avec un système reproducteur féminin, parce que pour les incontinences et les descentes d'organes, il y a quand même un impact anatomique. Donc, je veux être inclusive, mais on va quand même parler là, des femmes au sens biologique, fait que le sexe à la naissance. Les incontinences, si on commence avec ça, là, il y a vraiment beaucoup de tabous. Tu sais, on associe souvent ça avec des femmes plus âgées, les femmes qui ont eu 14 enfants. La réalité que nous, on voit en clinique comme physiothérapeute, en rééducation périnéale, c'est pas ça. Donc, juste pour qu'on définisse, là, quand on parle d'incontinence, est-ce que toutes les incontinences sont la même chose? Puis, est-ce qu'il y a des termes différents, là, qui nous permettent de différencier les types d'incontinence? Bien, en fait, on va parler d'incontinence urinaire là en ce moment. Puis l'incontinence urinaire peut arriver un peu à n'importe quel âge et c'est défini par la perte involontaire d'urine qui peut arriver avec quelques gouttes ou une plus grande quantité et c'est vraiment involontaire et ça va déranger la personne. Alors, c'est cette perte d'urine-là, puis les personnes vont dire: «Ah oui, mais je perds juste quelques gouttes», mais c'est quand même de l'incontinence urinaire. Alors à ce moment-là, il faut, bien s'en rendre compte, puis de voir il y a probablement une problématique en quelque part. Mais dans l'incontinence urinaire, il y a différents types. Alors, il y a l'incontinence qu'on appelle d'effort ou en anglais et le terme est utilisé en français aussi, ce qu'on appelle l'incontinence de stress, mais c'est pas parce qu'on est stressé, c'est plus parce que on a une augmentation de pression intra-abdominale, fait que c'est durant un effort, comme tousser, éternuer, courir. Chez certaines personnes, ça peut être même marcher. Fait que ça, c'est le premier type d'incontinence. C'est probablement celui qu'on voit le plus, et souvent, ça va commencer comme ça, que c'est après en éternuant ou en toussant. L'autre type d'incontinence, c'est ce qu'on appelle l'incontinence d'urgence. Et l'incontinence d'urgence, et c'est tout d'un coup, c'est comme si la vessie donne envie très, très rapidement, puis trop envie, et la personne n'est pas capable de se retenir. Alors ça peut se produire lors de circonstances comme
arriver à la maison, mettre la clé dans la porte ou arriver dans un centre d'achat et là, la première chose, c'est: «Oh! Va falloir que j'aille à la toilette». Arriver à la toilette, là, vous pouvez voir quand vous avez allé dans un spectacle, ou vous êtes en ligne dans une toilette publique et là, les femmes, là, vous les voyez, là, se dandiner. Là, ils ont de l'urgence. Ils ont vraiment, là, de la difficulté à se retenir et souvent, l'incontinence d'urgence, ça commence pas tout de suite. Ça va commencer avec justement de l'urgence sans perte d'urine, de l'augmentation de fréquence le jour, augmentation de fréquence le soir ou la nuit, je veux dire. Et tout d'un coup, là, il commence à plus être capable de se retenir. Fait que là, on a ces 2 différents types-là et souvent, on perd pas la même quantité d'urine non plus. L'incontinence d'urgence, ça peut être une quantité vraiment importante et on peut pas, prévoir quand ça va arriver, à moins que ce soit vraiment juste des circonstances comme on a nommé, mais ça peut arriver tout d'un coup comme ça. Alors, ça peut être très gênant pour la personne parce qu'ils ont de la difficulté à se retenir dans certaines situations, même sociales ou même quand ils sont juste à la maison. Est-ce que c'est toujours une association cognitive? Tu sais, là, parce que tu parles, mettons, d'arriver à la maison, être, proche des toilettes. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait un espèce de déclencheur cognitif qui va dire à notre vessie: «Ben là, ça presse, tu es presque arrivé au but final» ou pas toujours? Pas toujours, parce que l'incontinence d'urgence a 2 types. Fait qu'il y a le type justement qui est associé avec un cognitivement, on a un événement qui va associer. Mais il y a aussi l'effet de, par exemple, être couché et se lever debout, qui tout d'un coup met beaucoup d'urine dans l'entonnoir, là, au niveau de la jonction où la vessie et l'urètre s'attachent. Et là, il y a cette urgence qui arrive tout d'un coup. Alors, ça peut aussi se produire si une personne est assise pour regarder la télévision. Ça fait, je sais pas, 1 heure ou 45 minutes, 1 heure, et là, tout d'un coup, ils se lèvent. Et là, ça leur donne envie et ils ont de la difficulté à se retenir. Fait qu'il y a ce type d'urgence-là aussi qui n'est pas nécessairement relié à une circonstance spécifique. Ben, c'est quand même se lever debout, mais je veux dire, c'est pas cognitif de dire: «Oh, j'arrive chez nous, mon cerveau dit: "Ah, là, tu es à la maison, donc c'est correct, c'est le temps d'uriner"». On entend souvent aussi le terme «la vessie hyperactive». Ça, tu inclus ça dans quelle catégorie d'incontinence? Alors, la vessie hyperactive est justement cette 2e catégorie qu'on a parlé d'incontinence d'urgence. Alors, c'est cette catégorie-là, c'est pas l'incontinence d'effort, c'est l'incontinence d'urgence qui est la vessie hyperactive. Mais une vessie hyperactive n'a pas besoin d'avoir d'incontinence. Ça peut être juste de l'urgence avec une augmentation de fréquence et on a déjà une vessie hyperactive. Est-ce qu'il y a aussi, tu sais, des troubles neurologiques qui peuvent donner certains types d'incontinence, tu sais, entre autres la sclérose en plaques? Oui, la sclérose en plaques peut donner des problèmes d'incontinence à cause d'une vessie hyperactive ou elle peut avoir aussi ce qu'on appelle une vessie atone. C'est parce que la vessie a de la difficulté maintenant à se contracter et à se remplir trop. Alors, il y a ces 2 types-là, malheureusement. Ces AVC peuvent aussi causer des problèmes d'incontinence, mais ça dépend où est la lésion. Fait que ça, tout dépendant. Il peut avoir Décompression médulaire, là, fait que la moelle oui. épinière, entre autres en physio, nous, on a toujours en tête, là, le fameux syndrome de la queue de cheval. Peux-tu expliquer c'est quoi, puis c'est quoi que ça donne comme symptôme? Oui, c'est ça. Alors la queue de cheval peut être un symptôme qui arrive vraiment rapidement avec, des engourdissements dans les jambes, des problèmes, souvent neurologiques de douleur et peut-être d'une diminution aussi de fonction des jambes et ça peut arriver très rapidement et souvent c'est, déterminé en premier avec des pertes fécales, des pertes urinaires et là, c'est le syndrome commence avec cette compression-là qui arrive à la fin de plus au niveau, en fait, sacrum, là, tombeau sacré dans le fond et c'est à ce moment-là qu'il peut avoir des problèmes de retenue qui arrivent tout d'un coup. Mais il faut quand même pas inquiéter les gens que quand ils commencent à avoir des pertes d'urine,
ça peut être de l'incontinence parce qu'il y avait déjà une vessie hyperactive, là. Alors c'est C'est pas ça. Mais, tu sais, dans le doute, on va consulter, puis on va s'adresser à un professionnel qualifié pour évaluer c'est quoi l'origine de cette dysfonction-là. Hem, absolument. et au niveau, tu sais, plus des pertes fécales, fait que l'incontinence fécale, est-ce qu'on rentre ça aussi dans différentes catégories ou on met tout ça ensemble? Non, ben, l'incontinence fécale est beaucoup moins fréquente. C'est souvent quand il y a eu un problème au niveau d'un accouchement, soit qu'il y ait eu une déchirure, plutôt dans les 3e ou 4e degrés qui pourrait avoir un problème et c'est quelque chose qui, ont peut-être en postpartum, qui se règle, mais qui a tendance à revenir, avec un vieillissement du plancher pelvien, de la musculature, perte, de la masse musculaire après la ménopause. Alors, on le voit plus souvent chez les femmes plus âgées à cause justement de cette perte de fonction que malheureusement, si on ne continue pas à faire des exercices, ben on perd de la masse musculaire après la ménopause. Ouais, puis il y a un relâchement des tissus, entre autres à cause des changements hormonaux aussi, là, dans la région, des organes génitaux. Oui, Hem, ben c'est le ça la cause en fait, oui, c'est ça. la cause du vieillissement qui est plus rapide chez la femme que chez Mmh. l'homme, c'est parce qu'on perd notre estrogène après la ménopause. Tu sais, tu parles là, des différents stades de vie, de l'âge. En termes d'incontinence urinaire, là, est-ce qu'on a des données qui nous disent c'est qui les populations les plus à risque? Puis est-ce qu'on a des statistiques, mettons, chez les femmes qui ont jamais eu d'enfants, jamais accouché, les femmes plus âgées? Est-ce que les générations précédentes, justement, qui avaient 12, 14 enfants, est-ce qu'ils sont plus sujettes d'avoir des incontinences urinaires que les jeunes femmes maintenant? Ben, en fait, dans les statistiques, on met la majorité des femmes ensemble, et en disant qu'il y a une femme sur 3 qui, au cours de sa vie, va avoir des problèmes d'incontinence urinaire. Mais si on regarde, oui, c'est assez élevé en postpartum quand même. On est quand même dans le 20 à 30 en postpartum et c'est plus élevé en postpartum s'ils ont eu de l'incontinence urinaire durant la grossesse. Alors ça, c'est vraiment un drapeau, jaune à dire si toutefois il y a de l'incontinence urinaire durant la grossesse, ils devraient consulter pour essayer de diminuer le problème en postpartum. Ensuite, souvent, ça va se régler, soit parce qu'on fait des exercices, mais des fois aussi, ça se règle tout seul dans les 3 à 6 mois. Mais il y a un risque que ça recommence justement en périménopause, ménopause et après la ménopause à cause des changements hormonaux. La diminution d'estrogène diminue justement la capacité de contraction de la musculature, les tissus autour, la muqueuse urétrale. Alors, il y a quand même beaucoup de changements qui se passent, qui vont augmenter et en ménopause, le taux augmente à une femme sur 2 qui ont de l'incontinence urinaire. Fait que c'est quand même important quand on regarde ça, à comparer de, tu sais, quand on parle du 1 sur 3 durant toute la vie. Et comme on disait, ben, les changements hormonaux, parce que on a une diminution d'estrogène, elle va continuer cette diminution-là. C'est pas que ça va revenir. Donc, il faut vraiment continuer à travailler là-dessus parce que plus on avance en âge, plus on est loin de notre journée de ménopause, ben en fait, là, après ça, on a quand même la diminution des tissus, la laxité des tissus qui s'installe, la diminution de la masse musculaire, la diminution de la capacité de contraction du plancher pelvien et la muqueuse qui est moins adéquate au niveau de l'urètre. Alors, tous ces facteurs-là font que les incidences sont quand même assez élevées. Si on parle d'une grossesse, et en fait, quand tu parlais des risques, ben, c'est un accouchement vaginal qui est le premier. En fait, c'est être une femme ou avoir des organes féminins. Ça, c'est la première chose, le premier facteur de risque, malheureusement. Le deuxième, c'est un accouchement vaginal. Et le poids du bébé va avoir un impact. Donc, puis surtout, quand on parle du poids du bébé, ben normalement, un plus gros bébé a une plus grosse tête. Alors, c'est souvent la grosseur de la tête, mais ça va proportionnel habituellement avec la grosseur du bébé. Et l'autre, c'est l'utilisation des forceps. Ça, c'est à peu près les facteurs de risque qu'on a.
Mais on peut pas dire qu'une grossesse de césarienne aura pas non plus, justement des problèmes d'incontinence urinaire. Il peut en avoir quand même, parce que la pression dans le ventre durant la grossesse, les changements hormonaux et tout ça. Alors, il y a quand même un risque. Ouais, puis tu sais, il y a quand même la douleur, associée à la césarienne. Il y a quand même une forte proportion de femmes qui ont eu des césariennes qui vont avoir de la douleur pelvienne chronique, ce qui peut venir un peu changer, j'imagine, le recrutement musculaire au niveau des abdominaux, le plancher pelvien. Donc, ça peut avoir une influence aussi. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque d'incontinence urinaire, là? Tu sais, en physio, on parle souvent de la constipation. Ça, je pense que c'est une des choses que les gens connaissent le moins. C'est quoi l'impact de la constipation? Puis, premièrement, c'est quoi la définition de la constipation? C'est un bon point que tu apportes parce que je pense que les gens comprennent pas c'est quoi la constipation. On pense que il faut y aller à tous les jours. Alors, la normale, c'est d'y aller entre une fois par 3 jours à 3 fois par jour. Mais il faut que les selles soient d'une bonne consistance. Donc, si vous allez en ligne, vous pouvez toujours voir l'échelle de Bristol. La consistance devrait être ce qu'on appelle un type 3 et 4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est entre avoir des selles qui sont formées, mais pas trop molles. Il faut qu'ils soient quand même pas détachés et pas ce qu'on appelle les petites boules de lapin, là. Alors ça, c'est pas bon non plus. Et il ne faut pas avoir à pousser. Il faudrait pas avoir à utiliser les doigts pour les faire évacuer. Donc, ce n'est pas seulement de dire: «Ah, j'y vais à tous les jours». Quelqu'un qui y va tous les jours et qui pousse et qui a des selles dures, ben c'est une personne qui est constipée. Fait que tu peux y aller 3 fois par jour, pousser et avoir des selles dures et être constipé. C'est ça, puis c'est important cette nuance-là parce que des fois, il y a des personnes qui vont aller à la selle, puis que c'est comme si le rectum, il se vidait pas bien tout le temps, là. Fait que, tu sais, ça peut faire partie de la constipation aussi, je pense, parce que c'est comme une vidange incomplète. Donc là, il faut retourner, mais si on y va 4-5 fois pour finir notre selle, ça veut pas dire qu'on a une fréquence qui est adéquate. Donc je pense que ça peut rentrer quand même dans la catégorie de la constipation, c'est sûr? Oui, absolument. Et si on revient justement avec les problèmes de vessie, c'est que quand il reste des selles dans le rectum, ça a une tendance à avoir une vessie hyperactive. Il y a plus de chances d'avoir de l'urgence de vessie quand il y a des selles qui restent dans le rectum. Et souvent, je vais dire aux personnes, quand on fait un examen, on peut ressentir s'il y a des selles, puis on leur demande, et ils vont dire: «Oui, mais j'ai pas envie». Non, des selles qui restent dans le rectum, on n'a pas envie. Le rectum est un organe qui est compliant. Il va s'adapter à ce qu'il y a dans le rectum. Alors, si vous retenez un envie le matin, heu, là, ce qui arrive, c'est que durant toute la journée, il y a des selles qui restent dans le rectum et on ne les sent pas. Alors ça, c'est quelque chose que les gens devraient savoir parce que, les routines du matin font une grosse différence pour les problèmes de constipation. Une femme qui est super occupée avec les enfants, elle mange à peine pour le déjeuner ou elle mange en vitesse. Elle se dépêche en disant: «OK, vite, vite, vite les enfants, il faut s'en aller à l'école ou à la garderie». Alors, on met tout le monde dans l'auto et là, elle a envie dans l'auto. Elle va se retenir parce que c'est pas le temps d'aller à la toilette. Elle arrive à la garderie, dépose les enfants, elle arrive au travail et là, elle a plus envie. Mais il y a des selles qui sont dans le rectum de son envie. Alors à ce moment-là, elle se cause des problèmes de constipation qui peuvent augmenter les problèmes de vessie au niveau de l'urgence et au niveau des fuites d'urine aussi. Puis ton exemple de la maman pressée est bon parce que là, cette femme-là, probablement qu'elle va avoir pris 2-3 cafés pour être fonctionnelle parce qu'elle a pas dormi de la nuit. Fait que le café, c'est un irritant aussi pour la vessie, donc ça peut donner plus envie. Fait que, tu sais, on a comme des habitudes qui sont un peu banalisées, mais qu'au final, c'est pas super pour notre santé pelvienne. Est-ce que tu as d'autres exemples d'irritants, là? Tu sais, c'est quoi les aliments, ou les habitudes de vie qui peuvent augmenter nos problèmes d'urgence? Alors, on a parlé de la caféine et la caféine, il y en a, oui, dans le café, mais il y en a dans le thé aussi. Alors le thé vert a de la caféine, donc ça, c'est des irritants de la vessie.
L'alcool est aussi un irritant de la vessie et va produire plus d'urine dans la vessie aussi, pour la même quantité que si vous aviez bu un verre d'eau. Et il a tendance à relâcher un peu la musculature du plancher pelvien. Donc, c'est quand même, faut, quand on prend de l'alcool, il va avoir une incidence plus d'avoir de l'urgence ou d'y aller plus souvent. Les autres choses, ça peut être de l'eau carbonisée, là, des genres de l'eau pétillante. Alors ça aussi, ça peut irriter la vessie. De manger des très épicés pourrait aussi, mais ça, c'est un peu moins pour tout le monde. Ce qui est pour tout le monde, c'est plus, la caféine, l'alcool. Alors à faire attention, dans certaines, boissons gazeuses, il y a quand même de la La caféine. caféine. Oui, c'est ça. Mais même des boissons qui ne sont pas, foncées peuvent avoir, comme par exemple du Mountain Dew, malheureusement, a de la caféine. Fait qu'il faut être au courant de ça parce que si c'est quelque chose qu'on boit et ça nous cause de l'urgence et même des problèmes d'incontinence, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est le tabac, je pense les agrumes, tout ce qui est un peu acide, fait que tomates, là, tu sais, les gens qui mangent beaucoup d'agrumes, beaucoup de tomates, ça peut contribuer? Ça contribue pas autant, mais ce que ça fait, c'est que, ça pourrait leur donner une irritation au niveau de l'urètre. C'est plus à ce niveau-là, moins au niveau de la vessie comme telle, mais, s'ils réalisent, peut-être que oui. La nicotine va avoir un effet souvent, de venir, exciter un peu le mur de la vessie, alors ça pourrait être ça. Mais en fait, il y en a un autre qu'on n'a pas parlé, c'est d'avoir de l'urine concentrée. Mmh. Ça aussi, ça pourrait causer une vessie hyperactive. Il faut quand même pas boire excessivement, mais il faut quand même boire assez pour que l'urine ne soit pas concentrée parce que ça peut causer, la vessie à être un petit peu plus hyperactive ou ouais, à avoir à se contracter un petit peu plus. Ouais, puis ça, c'est souvent contre-intuitif, là, tu sais, on a des pertes d'urine, donc on se dit: «Ben, je vais boire moins parce que je veux pas que ça sorte, quand que je pars à telle place». Mais au final, si l'urine est de plus en plus concentrée, effectivement, ça peut venir irriter, là, donc c'est comme une espèce de cercle vicieux après ça qui est difficile de sortir. C'est quoi la quantité, là, de liquide qu'on devrait boire, dans une journée standard? En fait, on devrait boire entre 4 à 8 verres d'eau par jour, donc entre 1 à 2 litres. Puis là, je dis d'eau, mais ça peut être du lait ou ça peut être un autre liquide, là, en autant que ce soit pas des liquides caféinés. Mais le truc pour les personnes qui ont des problèmes de vessie hyperactive, c'est de ne pas boire l'eau trop rapidement. Et il y a tellement de personnes qui se disent: «Ah, j'ai pas bu là encore aujourd'hui» et ils vont caler plusieurs verres d'eau ou un ou deux tout d'un coup. Non, il faut les boire graduellement. Alors, je dis toujours aux personnes qui ont tendance à aller uriner plus souvent ou qui ont des vessies hyperactives, vous buvez l'eau comme si c'était de l'eau chaude. Alors, quand on boit un café ou un thé ou de l'eau chaude avec quelque chose, là, de l'eau bouillante, on la boit pas rapidement. Alors, faites toujours la même chose quand vous buvez votre eau, qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide, de la boire comme si c'était bouillant. Alors, de cette façon-là, on n'ira pas trop vite. Plus on va boire l'eau rapidement, plus ça va venir distendre la vessie rapidement. Et quand on distend la vessie rapidement, il peut avoir une sécrétion d'un neurotransmetteur qui va parler au cerveau rapidement en disant: «Oh, j'ai envie». Mais c'est même pas vrai parce que c'est juste parce que la vessie, elle s'est fait étirer trop rapidement. Fait qu'il faut l'étirer graduellement pour que les murs de la vessie prennent leur temps à s'étirer et non d'y aller tout d'un coup. Puis là, si je me reconnais dans tout ce que tu viens de dire là, puis que je dis: «Ah, moi, je pense avoir des incontinences urinaires», c'est qui la bonne personne à aller voir en première instance? Donc qui on consulte? Qui peut nous aider avec cette problématique-là? Puis c'est quoi les traitements qui sont disponibles? Bien, c'est sûr que je pense que c'est toujours une bonne idée d'en parler à son médecin. Malheureusement, c'est un sujet que les personnes n'abordent pas avec leur médecin. Puis,
Malheureusement aussi, je sais, avec les temps limités de consultation médicale, souvent, il y a autre chose qui est peut-être un petit peu plus, à risque, genre, problème de diabète ou de maladie cardiovasculaire ou de problèmes de pression, ces choses-là qu'il faut régler avant de parler de ou, pas avant, mais au lieu de parler d'incontinence, parce que de l'incontinence, c'est un problème qui est très commun. Mais on n'en meurt pas, ce n'est pas dangereux, donc les personnes le laissent de côté et en parlent moins. Fait que je pense que d'aller consulter en physiothérapie serait une bonne façon parce que c'est en première ligne de traitement de toute façon. Si, lors de l'examen, le ou la physiothérapeute a un peu de doute sur les quand la personne répond à certaines questions, alors à ce moment-là, cette thérapeute-là devrait référer justement au médecin pour avoir plus de tests ou, d'avoir une évaluation peut-être plus approfondie. Mais on fait quand même une évaluation assez approfondie quand on a une personne qui vient nous consulter pour justement des problèmes d'incontinence. On pose énormément de questions. On va déterminer justement le type d'incontinence et donner plusieurs conseils. Alors, je crois que c'est vraiment en physiothérapie qui pourrait être la bonne place pour commencer. Et à partir de là, ben, la physiothérapeute peut établir un plan de traitement pour voir, déterminer, après avoir déterminé le type d'incontinence, comment on pourrait aider la personne. Je vais juste revenir là, tu sais, tu disais on meurt pas de l'incontinence. C'est quand même un facteur de risque là, pour le risque de chute là, chez les aînés. Fait que, tu sais, il y a quand même une association qui a été faite entre le risque de chute, entre autres, chez les gens en CHSLD, puis les incontinences urinaires. Parce qu'on sait que les chutes, ça peut mener à des fractures de hanche, qui est un facteur quand même de mortalité, morbidité. Je pense qu'il faut pas non plus banaliser les incontinences, puis effectivement, c'est important d'en parler avec un professionnel. En physiothérapie, c'est important aussi de dire que c'est pas toutes les physiothérapeutes au Québec qui sont formés pour faire de la rééducation périnéale et pelvienne. Donc, c'est ça, informez-vous quand vous appelez là, pour prendre un rendez-vous. Demandez que c'est quelqu'un qui a une formation là, qui est approuvée au niveau de l'ordre de la physiothérapie. En termes de traitement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme tu sais, je pense que tout le monde va dire: «Ah, mais moi, je les ai fait les exercices de Kegel. J'ai déjà essayé de faire des exercices de plancher pelvien et ça n'a pas fonctionné». Alors, oui, c'est à la base, il faut garder une bonne, musculature, mais c'est comme partout dans le corps. Dans le fond, et pour être, capable de bien soulever vos sacs d'épicerie, il faut être capable d'avoir des bons muscles. Pour être capable de continuer d'aller marcher, il faut des bons muscles. Mais c'est un ensemble de choses. Alors, moi, je pense que, dépendant aussi du type d'incontinence, les conseils vont être très différents, mais il y a tellement plus que juste faire des exercices des muscles de plancher pelvien. On a parlé un peu de la constipation, mais ça, c'est numéro un, aller regarder et à leur donner des conseils, regarder la technique d'évacuation, la consistance des selles, être capable justement de gérer ce problème-là. Ensuite, de regarder au niveau de toute la sangle abdominale, tout ce qui est à partir du diaphragme, au niveau du ventre, qu'est-ce qui se passe au moment de l'incontinence? Quand on parle d'incontinence à l'effort, ben, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Parce que c'est beau de dire, «Je vais faire mes exercices, 3 fois par jour, assise dans mon salon» et qu'elles n'utilisent jamais leur plancher pelvien quand elles soulèvent leur sac d'épicerie ou quand elles vont tousser. Alors, il y a quand même une rééducation fonctionnelle à faire, une rééducation abdominale aussi, posturale. Alors, il y a tellement d'autres choses et même regarder au niveau douleur bassin, si la personne a des problèmes de hanche, il y a des douleurs au niveau sacrum, au niveau lombosacré, douleurs de coccyx. Alors, il y a tellement d'autres facteurs qui viennent qu'il faut aussi regarder pour les problèmes d'incontinence. On n'a pas parlé d'un muscle qui est tendu, plus de tonicité. Et on a des jeunes femmes qui viennent nous consulter parce qu'ils ont des fuites d'urine et c'est pas parce qu'ils ont un muscle ils ont jamais accouché, ils n'ont pas un muscle qui est relâché, ils ont un muscle qui est trop tendu. Alors, il faut leur montrer comment relâcher. Il y a beaucoup de choses et ce n'est pas seulement que de dire: «Ah, j'ai fait mes exercices de plancher pelvien et ça ne fonctionne pas».
C'est ça, il y a pas une recette magique malheureusement. Parlant de magie, j'aimerais qu'on parle un peu des technologies parce que là, c'est vraiment la mode. Tout le monde veut avoir la solution miracle, pas faire d'exercice, pas faire d'effort, aller s'asseoir sur une chaise, par exemple. Est-ce que, tu sais, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Puis est-ce qu'on a vraiment de la littérature qui soutient ces technologies-là en termes de rééducation de l'incontinence urinaire chez la femme? Ben oui, c'est vrai, les chaises sont très à la mode en ce moment. Mais je vais te dire, Isabelle, moi, je me suis assise sur une chaise comme celle-là il y a 20 ans dans une conférence, là, en quelque part. Et je me souviens plus la ville exactement, mais quand on pense que cette technologie-là est là depuis 20 ans, si elle était si bonne, ben dans le fond, on aurait tous des chaises et on pourrait traiter avec les chaises. Les chaises ont changé un peu, ils les ont améliorées, ils ont mis un petit peu plus belles que ce que c'était, mais c'est vraiment la même technologie. Alors, les chaises, en ce moment, les études qu'on a ne sont pas des études qui ont eu des groupes contrôle ou qui ont été capables d'être comparées avec autre chose, à part que de l'électrostimulation. Et malheureusement, on sait que l'électrostimulation ne renforce pas un muscle. Il faut aussi faire des exercices. C'est le même principe. Donc, en ce moment, on n'a pas de données scientifiques pour dire que les chaises aident et ont vraiment de bons résultats. Mais je peux dire que si quelqu'un s'assoit sur une chaise et que la personne elle a aucune idée où sont ses muscles de plancher pelvien, alors ça peut peut-être réveiller dans son cerveau un petit peu de dire ah, c'est là qu'il faut que je fasse mes exercices. Mais si elle ne fait pas d'exercice aussi, ben les résultats ne seront pas concluants. Le problème de la chaise en ce moment, c'est que dans toutes les études, ils vont dire que ça fait une contraction supramaximale. C'est ce qu'ils disent dans toutes les études. Ça cause une contraction plus forte que une contraction volontaire. OK? Sauf que il y a personne dans les études qui ont été capables de prouver que c'est ça que ça fait. Mais d'une étude à l'autre, ils se référencent en disant ah, cette étude-là a dit que ça fait ça, puis nous aussi on dit que ça fait ça. Alors c'est pour ça qu'il y a malheureusement une mauvaise information qui est véhiculée en ce moment. La chaise fait la même chose que de la stimulation électrique qu'on fait dans nos cliniques avec biofeedback ou électrostimulation pour les personnes qui ne savent pas bien contracter. Alors ces personnes-là, ça je suis d'accord, on leur fait une stimulation électrique qui va leur montrer comment faire la contraction pour qu'elles puissent continuer à la maison. Heu, une personne qui est super forte C'est un outil de traitement parmi tant d'autres, puis oui, en amont, il y a eu une évaluation vraiment de c'est quoi les problématiques qui sont cachées derrière l'incontinence. Donc, il y a eu quand même un processus réflexif d'analyse, une évaluation par un professionnel, puis on choisit cette modalité-là pour une femme X, mais on n'en fait pas avec tout le monde. Donc, de dire qu'on fait un plan de traitement avec de la stimulation pour tout le monde, c'est faux, là. oui, c'est absolument faux, puis il faut faire attention aussi parce que moi, s'il y a une personne qui a de l'augmentation de tension dans son muscle et que je lui fais une stimulation électrique, que je ne ferai pas, mais si j'en faisais une, je vais lui donner de la douleur et je vais probablement lui causer des problèmes qui vont rester soit de douleur ou d'avoir de la difficulté justement à bien relâcher son muscle. Et c'est la même chose qui se produit avec la chaise. Malheureusement, on a eu des personnes qui sont venues nous consulter suite à avoir consulté, avoir été faire des traitements sur la chaise et elles ont eu de la douleur après parce qu'il y avait un plancher pelvien qui était plus tonique, donc plus de tension et la chaise essayait de leur faire des contractions. Alors, c'est comme si j'ai les épaules déjà tendues, puis qu'on me demande de faire plein de contractions comme ça, ben je vais avoir encore plus de tension dans mes épaules au lieu de dire OK, on va relâcher et après on va rééduquer la musculature. Puis ne pas se faire prendre parce que il y a il y a beaucoup de chaises maintenant, mais avec des noms différents. Mais c'est pour ça que j'ai pas nommé de nom en particulier parce que c'est un peu tout le même principe.
J'aimerais ça qu'on parle un peu des estrogènes locaux, là, parce qu'entre autres, là, récemment, la FDA aux États-Unis a enlevé là, l'espèce de petite boîte, là, ils appellent ça le black box, là. Fait qu'il y avait des notices sur les estrogènes locaux qu'on met intravaginal. Avec des informations qui étaient plus nécessairement à jour. Donc, ils ont retiré ça pour augmenter, démocratiser, si on veut, l'utilisation des estrogènes, vaginaux. Dans l'incontinence urinaire, c'est quoi l'effet ou c'est quoi les données qu'on a là, par rapport aux estrogènes locaux? Mais en fait, oui, c'est ça. En novembre, la FDA aux États-Unis a enlevé justement cet avertissement qu'il y avait sur les boîtes en disant que il y avait des risques plus élevés de cancer du sein, de maladies cardiovasculaires, d'embolie. Et finalement, ça a été enlevé parce que c'est faux. Ils ont pas été capables de vraiment montrer ça du tout. Et malheureusement, le Canada n'a pas quand même suivi encore, donc on a encore les mêmes choses. Et ça, c'est malheureux parce que les femmes, quand ils se font prescrire de l'estrogène local, vont ouvrir le pamphlet et vont voir en premier avertissement dangereux et tout ça. Et on a tellement d'études maintenant pour montrer que quand on utilise un estrogène local dans le vagin, on n'a pas d'absorption au niveau de tout le corps, OK? Sauf que dans les débuts, quand les femmes commencent à l'utiliser, souvent leur vagin en a tellement besoin qu'il va absorber énormément du produit et là, elles peuvent avoir certains symptômes au niveau genre douleur au sein. D'habitude, c'est à peu près celui-là qui est le plus commun et là, ils paniquent. Il faut pas paniquer. Parce que c'est ça qui se passe dans le début, parce que le vagin en a tellement besoin. Après ça, ça se régularise et s'ils font une prise de sang, ils ne voient pas l'augmentation d'estrogène dans le sang. Alors, on ne l'absorbe pas au niveau systémique. Sauf peut-être, comme je dis, dans les premières semaines, à ce moment-là, là, il y a peut-être un petit peu, mais c'est vraiment pas grave. Et ça fait plusieurs années. Ça fait quand même depuis 2019, 2020 que les grandes sociétés internationales au niveau gynécologique disent que les estrogènes locaux sont même corrects à utiliser s'il y a eu un cancer du sein. Et c'est ces femmes-là qui sont souvent le plus en problème et en détresse au niveau vaginal et qui ont besoin d'une estrogène locale. C'est sûr que c'est à discuter absolument avec le médecin, avec l'oncologue, avec le gynécologue, mais il y a quand même encore une difficulté à l'acceptation. Mais tu sais, Isabelle, ça prend 15 ans entre le temps d'avoir des preuves et qu'on l'utilise en pratique. Alors, c'est énorme ce temps-là de laisser des femmes dire ah non, c'est dangereux et on sait que c'est pas dangereux. Maintenant, il y a différents types d'estrogènes locaux et on peut des fois en avoir une qui nous, en fait, qui nous répond mieux avec notre vagin qu'une autre. Fait que c'est pas de dire ah j'ai essayé tel et ça ne fonctionne pas parce que on peut avoir vraiment une estrogène qui est de l'estradiol que on applique soit avec un petit comprimé qui est inséré ou ça peut être avec un anneau qu'on laisse dans le vagin, ou ça peut être une petite ovule qui se fond. On a aussi une crème qui est plus ce qu'on appelle une estrone. C'est pas de l'estradiol, mais c'est de l'estrone, mais qui est aussi une estrogène qui est appliquée dans le vagin. Et on a un autre produit qui est un suppositoire de DHEA, qui est un précurseur d'hormones. Alors celui-là n'est même pas des hormones. Il se change en testostérone et en estradiol. Et il y a justement une nouvelle étude qui vient de sortir très récemment qui montre les bienfaits au niveau de la santé vaginale là, avec la DHEA. Et il y en a un autre qui est une pilule orale qu'on peut prendre à tous les jours qui va aider le vagin. Et ça n'a pas c'est pas au niveau systémique. Mais on sait que
En utilisant, on peut avoir un effet au niveau de la muqueuse de l'urètre. Et ce qui arrive en ménopause, comme on disait tantôt, vu la diminution d'estrogène, c'est comme si la muqueuse, elle perd de sa... elle n'est pas aussi joufflue. Et il va avoir moins d'étanchéité à l'intérieur. Fait que pensez à de la ouate qui se toucherait à l'intérieur, donc l'urine pourrait pas passer, et que tout d'un coup, la ouate, elle est comme moins grosse, moins joufflue, et là, oups, il y a des petites fuites d'urine qui peuvent se produire. En utilisant une estrogène locale, on améliore la muqueuse et à ce moment-là, justement, il y a une meilleure étanchéité. Mais en plus, parce que l'estrogène vient améliorer l'apport sanguin, ce qu'on appelle la vascularisation, on a aussi un effet sur la musculature, donc sur les sphincters de l'urètre, sur le plancher pelvien aussi. Alors donc, c'est plus facile d'aller contracter, puis c'est plus facile de faire ces exercices aussi. Ça sera pas de la magie, par exemple. C'est une chose parmi tant d'autres qu'il faut faire. Mais ça peut donner un petit coup de main quand même. Oh, absolument. Moi, quand il y a des personnes qui ont de l'urgence, là, je vais leur suggérer tout de suite de commencer avec une estrogène locale parce que on a besoin d'un petit peu d'aide. C'est la raison pour laquelle on commence à avoir des problèmes d'urgence souvent à la ménopause, c'est parce qu'on perd notre estrogène. Ouais. Puis juste de dire que nous, les physiothérapeutes, on n'est pas des prescripteurs, hein, fait qu'on peut en discuter avec le patient, informer, mais après ça, on réfère au médecin traitant, en discussion puis en décision partagée de tout ça. Est-ce qu'on a des données qui nous disent aussi pour les incontinences fécales par rapport aux estrogènes? Fait qu'est-ce qu'on a fait des études là, avec des estrogènes intrarectaux? Non, malheureusement, à date, il y a pas d'études comme telles, mais moi, je pense personnellement, là, si on a un effet sur l'urètre quand on met ça dans le vagin, le canal anal est juste là, alors on devrait aussi avoir un effet au niveau du canal anal. Parce que souvent, les incontinences sont à cause d'un manque de tension, d'être capable de générer une contraction au niveau de l'anus, là, du canal au niveau de l'anus. Alors ça, c'est souvent la cause. Puis, si je peux rajouter un petit peu sur l'hormonothérapie locale, même si la personne, elle prend de l'hormonothérapie systémique, là, tu sais, avec maintenant les bioidentiques, soit le gel qui se met sur les bras ou la patch, et la progestérone aussi, là, pour contrer l'estrogène. Alors, même si on prend ça pour les symptômes systémiques, soit de chaleur, de difficulté à dormir, de douleurs articulaires, musculaires, de ce qu'on appelle le brain fog, là, la difficulté de concentration et problèmes cognitifs. Bon, si on prend ça, on devrait aussi ajouter une estrogène locale parce que c'est pas nécessairement que ça va venir avoir un effet sur le vagin. Il faut vraiment aller le mettre dans le vagin pour avoir un bon effet là, au niveau vaginal et urétral. Et peut-être on va espérer au niveau rectal si on peut voir, la personne, elle peut essayer de remarquer si ça aide aussi. Ouais, c'est ça, pourquoi pas? Si il y a pas de contre-indication, pourquoi pas l'essayer puis voir? Hem, fait que si on résume un peu pour les incontinences, là, fait que c'est une forte proportion de femmes qui vont en avoir dans leur vie. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des traitements. Est-ce que tu as des statistiques à nous donner sur c'est quoi le pourcentage de femmes, mettons, qui ont eu des incontinences puis que finalement réussissent à complètement résorber en faisant les traitements appropriés? En fait, on n'a jamais d'études qui nous disent complètement, la guérison complète. Dans les études, c'est toujours, beaucoup amélioré et résolution complète. Ils mettent ça dans la même catégorie. Alors, on a quand même des résultats qui sont dans les 75 à 80 dans les études pour l'incontinence, de dire que ça va être, soit très bien résorbé ou complètement résorbé. Alors à ce moment-là, c'est vraiment en première ligne de traitement. Ça devrait être ça, d'être capable justement de régler l'incontinence. Puis il faut penser que l'incontinence, oui, augmente avec l'âge, mais ce n'est pas normal. C'est juste parce que
on perd nos estrogènes, on perd de la musculature et justement les tissus autour, ils vont être plus mous. Alors, c'est pas quelque chose qu'on devrait accepter, mais oui, il y en a plus avec l'âge. L'autre sujet qu'on va aborder, là, c'est les prolapsus des organes pelviens parce que ça va souvent avec les incontinences aussi. C'est quoi par définition un prolapsus ou une descente d'organes? Puis c'est quels organes qui peuvent sortir, puis par où que ça sort? OK. Alors, oui, les descentes d'organes, c'est quand même assez commun. Il y a presque pas tout à fait une femme sur 2, mais presque, qui va avoir des problèmes, de descente. Déjà, en partant, quand on a un accouchement vaginal, on a un petit peu les organes qui vont être descendus, mais à un niveau minime et dépendant de certains risques, ça peut augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir ce qu'on appelle la paroi, en avant du vagin qui vient tomber. Donc, c'est la vessie et l'urètre ou l'urètre, un des 2 ou les 2, qui va avoir tendance avec la gravité à se déplacer et juste pousser dans le mur du vagin. Donc, dans le vagin, on voit un genre de masse qui commence à descendre. Ce n'est pas la vessie comme telle, c'est le mur du vagin qu'on voit qui vient se faire étirer parce que la vessie va descendre. Alors ça, c'est plus en avant. Ensuite, on peut avoir en arrière, qui est plus au niveau du rectum. À ce moment-là, c'est le rectum qui vient pousser dans le vagin et on peut avoir le même genre de boule, de masse, c'est ce que les femmes vont dire. C'est comme si j'ai une grosse boule qui sort par mon vagin ou qui est juste là à l'entrée du vagin. Et c'est la paroi d'en arrière qui vient se pousser. Alors, c'est pas nécessairement l'organe qu'on voit, c'est l'empreinte de l'organe sur la paroi vaginale. Et ça va donner une pression, un inconfort, l'impression d'avoir, quelque chose dans le vagin. L'autre, prolapsus qu'on peut avoir, c'est l'utérus qui se met à descendre tranquillement et là, ça, par exemple, c'est l'organe qu'on voit. Alors, on voit le col qui descend de plus en plus et il y a certaines personnes, malheureusement, que c'est descendu à l'extérieur du vagin. Ils peuvent voir leur col qui est à l'extérieur. Alors ça, c'est les différentes. Il peut avoir l'intestin qui vient se faufiler dans tout ça, mais ça, c'est un petit peu plus rare, là, c'est dans les cas un petit peu plus avancés. Juste pour dire aussi, là, une femme qui aurait eu une hystérectomie, donc qui a plus son utérus, que ça a été enlevé chirurgicalement, ça aussi, là, l'espèce de voûte puis le dôme qui forme là, en suturant le fond du vagin, ça aussi, à la longue, ça peut retomber. En fait, c'est un des risques de prolapsus, c'est le fait d'avoir eu une hystérectomie, d'avoir enlevé l'utérus. Malheureusement, il y a des ligaments qui tiennent l'utérus et quand ils font une hystérectomie, ces ligaments-là ne sont plus vraiment attachés, alors ils ne soutiennent pas le haut du vagin autant. Ils essaient des fois, dépendant des techniques, chirurgicales qu'ils ont utilisées, d'essayer de fixer le haut du vagin, mais il y a plus de risques d'avoir, un prolapsus de vessie ou un prolapsus au niveau de la paroi, postérieure où est le rectum, qui va venir descendre dans le vagin après une hystérectomie. Les termes là, qu'on entend, là, c'est rectocèle, cystocèle, mais on a aussi le prolapsus rectal. Ça, c'est quoi la différence? Là, toutes les choses que tu viens de mentionner, c'est que ça va descendre, ça va sortir par le vagin. Le prolapsus rectal, ça sort de où, puis c'est quoi? OK. Oui, il faut vraiment faire une différence parce que il y a justement plusieurs personnes qui arrivent en disant: «Oh, je pense que j'ai un prolapsus rectal». Ça, c'est complètement différent et ce n'est pas, aussi commun, OK? C'est à peine 1% de la population, c'est vraiment pas si commun. Alors, ce qu'on parlait avant, ce sont les organes qui viennent comme tomber dans l'espace libre du vagin. Alors ça tombe, on le voit par le vagin. Un prolapsus rectal, c'est la muqueuse rectale qui se met à descendre et qui va sortir par l'anus. Et des fois, les personnes, peuvent penser que c'est un prolapsus rectal, mais ça peut être des hémorroïdes ou vice-versa.
Et c'est quelque chose souvent dans les débuts qui va avoir tendance à remonter tout seul après une selle. Alors les personnes vont soit les consulter puis ils vont dire oui mais j'ai quelque chose qui sort de l'anus et quand ils arrivent chez le médecin il n'y a plus rien qui sort de l'anus parce que ça s'est résorbé. Ça va remonter et ça va redescendre lors d'une selle. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Il faut vraiment regarder la constipation, les techniques d'évacuation, la position, mais ce n'est pas quelque chose qui se règle aussi facilement parce que c'est la muqueuse qui s'est étirée. C'est comme prendre un bas à l'envers, aller chercher le Ouais. bout du bas, puis là, le faire descendre, et c'est ça qui arrive, là, qui commence à descendre par l'anus. Puis là, tu parles de techniques d'évacuation, de position. On n'en a pas trop parlé tantôt pour les incontinences urinaires, là, mais c'est quoi les grands conseils là, généraux qu'on donne en physiothérapie pelvienne pour diminuer là, la pression qu'on met sur nos organes quand on va aux toilettes? Fait qu'on a parlé tantôt au niveau de la consistance des selles, la fréquence, alors ça, c'est important, mais la position est importante. Alors, avoir les genoux plus hauts que les hanches. Et ça, malheureusement, c'est difficile maintenant parce que la majorité des toilettes ils ont été augmentées. Avant, on avait des toilettes beaucoup plus basses et pour aider les gens à être capables de se lever de la toilette facilement, ben ils ont dit, OK, on va commencer à monter les toilettes. Donc, plus les toilettes sont hautes, plus c'est difficile d'évacuer et plus on va être obligé de pousser. Donc, il faut maintenant se mettre un petit banc en face de notre toilette quand on va à la selle pour se mettre les pieds, pour avoir les genoux plus hauts que les hanches. Ensuite, c'est justement de pas trop se pencher par en avant pour être trop plié, puis essayer de pousser de cette façon-là parce qu'on ne devrait pas avoir à pousser. Donc, d'essayer de prendre des grandes respirations, inspirer dans le ventre et essayer de relâcher son plancher pelvien pour justement être capable d'avoir une bonne évacuation. Tu sais, c'est ça, des fois, quand on a tendance à vouloir pousser, mais c'est comme pire parce qu'on contracte nos muscles du plancher pelvien, fait qu'au final, c'est contre-productif, puis on pousse encore plus contre un mur. Donc, c'est ça, le truc du petit banc, là, c'est très intéressant, puis ça fonctionne bien. Il y a aussi des techniques, là, tu sais, comme pour les gens qui disent: «Moi, j'ai pas le choix de pousser». Est-ce que tu peux en parler un peu, globalement, là? Oui, en fait, une des techniques pour empêcher de pousser serait de souffler dans un point. De cette façon-là, en soufflant comme justement en le faisant comme ça, on va avoir moins tendance à retenir son souffle et parce que plus on essaie de pousser, plus il y a une résistance du sphincter qui se fait. Alors, il faut essayer de relâcher le sphincter, puis c'est ça qu'on va montrer en physio, mais en même temps d'utiliser justement le point, de souffler dans le point pour essayer d'avoir cette pression qui va se produire avec une relaxation du plancher pelvien. Dans les facteurs de risque qu'on a parlé tantôt pour les incontinences, là, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont différents pour les prolapsus des organes pelviens? En fait, c'est sûr que quelqu'un qui aurait une toux chronique, quelqu'un qui probablement peut-être fume, ben c'est sûr qu'ils ont plus tendance à avoir des toux chroniques. À ce moment-là, ça va peut-être justement causer un peu plus de prolapsus. Alors, tout ce qui est d'une augmentation de pression va avoir une tendance à causer plus de prolapsus. Alors, quelqu'un qui aurait un travail de lever des choses à répétition, quelqu'un qui fait des activités physiques qui sont à avoir plus de sauts, des gros sauts, ou peut-être des choses comme trampoline ou des choses comme ça là, qui auraient un impact justement. Mais, mais moi, je suis de l'idée qu'il faut essayer de voir pourquoi la personne a un prolapsus. Dans le fond, pour l'aider à changer les pressions, pour qu'il arrive à la bonne place et qu'elle soit capable de reprendre ses activités physiques et pas de dire ah ben là je peux plus faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Non, c'est d'essayer de voir c'est quoi les activités et comment on peut aider la personne. Mais c'est vrai que certaines fois il faut avoir recours à un pessaire. Puis un pessaire, c'est comme
une orthèse vaginale. C'est vraiment de dire: «OK, je vais mettre un soutien dans le vagin pour aider quand il y a une pression et aider justement à garder les organes à l'intérieur». Alors, les physiothérapeutes, qui font de la rééducation périnéale, il y en a certaines qui sont, entraînées à être capables d'utiliser des pessaires ou de faire un essai de pessaire et avec l'accord du médecin, à ce moment-là, on peut justement choisir un bon modèle et être capable d'aider la personne. Fait que c'est des fois, il faut faire ça pour que la personne, avec ses exercices, avec les changements de pression dans l'abdomen, être capable justement de retourner à des activités qu'elle veut faire. C'est intéressant, l'épaisseur, là, on commande pas ça, tout seul chez nous, sur internet, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, il faut que ce soit ajusté, que ce soit le bon modèle parce que c'est pas les mêmes modèles pour tous les types de prolapsus. Faut qu'il y ait la bonne taille, faut pas que ça blesse. Fait que c'est vraiment important, là, de se faire accompagner par un professionnel pour ça. Souvent, là, moi, les patientes, je sais pas si c'est la pensée magique ou c'est l'envie que ça se termine au plus vite possible, là, mais on nous parle beaucoup de chirurgie, tu sais, de cure de prolapsus, comme si c'était une solution miracle. Malheureusement, moi, dans mon expérience, j'ai vu beaucoup de récidives. C'est quoi le pourcentage de chirurgie de prolapsus qui vont redescendre? Puis, c'est quoi les facteurs qui font que ça fonctionne ou ça fonctionnera pas? En fait, tu as raison, c'est 49 de récidive en 5 ans. C'est énorme. Ça veut dire que la personne qui se fait opérer a quand même, en 5 ans, une chance que ça revienne. Moi, j'ai hâte de voir, on n'a plus autant de statistiques pour les nouvelles chirurgies. Ce que ça veut dire, c'est que la majorité des chirurgies avant étaient avec des, produits de mèche, qu'on appelle en anglais genre bandelettes, mais des bandelettes, pas la bandelette urétrale d'incontinence, que peut-être on va mentionner tantôt, mais les bandelettes qui sont plus pour aider à retenir les organes. Alors ça, c'est un peu différent. La bandelette, elle est différente, mais elle cause quand même des problèmes. Alors maintenant, ils essaient d'utiliser moins de bandelettes, mais ils vont utiliser plus ce qu'on appelle un tissu homologue, ça veut dire c'est un tissu soit de porc ou le tissu de la personne, mais le problème, c'est que ça tient moins. Il va quand même tenir, mais pas autant et il y a plus de chances même que rapidement ça redescende. Mais là, le problème, c'est que la majorité des personnes qui vont pour une chirurgie de prolapsus ne font pas des changements dans la raison pour laquelle ça a commencé à tomber. Alors oui, peut-être ça a été à cause d'un accouchement, mais pourquoi ça s'est détérioré? Est-ce qu'il y a eu des augmentations de pression? Est-ce que c'est la posture? Est-ce que c'est la façon que la personne, elle soulève des choses? Est-ce que c'est son plancher pelvien? Est-ce qu'il y a un facteur justement dans ses activités qui vient augmenter dans sa vie de tous les jours? Alors, malheureusement, les personnes ne changent pas ça et ils vont se faire opérer, mais c'est pas des fils de fer qui sont utilisés. Alors à ce moment-là, il y a une chance que ça retombe si on ne change pas ces choses-là. Si la personne est encore constipée et qu'elle continue à pousser après, bien, ça va recommencer, ça va retomber. Fait que c'est pour ça que je pense que les taux de récidive sont aussi plus élevés parce que on ne change pas les habitudes des personnes et on ne veut pas voir la raison pour laquelle les prolapsus avaient augmenté. Puis avec des traitements plus conventionnels, là, tu sais, si on sort de la chirurgie, est-ce qu'il y a certaines approches qui font qu'un prolapsus peut remonter? Fait que, tu sais, il y a une gradation de 0 à 4, là. Donc 4, c'est quand que l'organe est complètement sorti, du vagin. Est-ce que si j'ai un grade 3, je suis capable de le faire remonter pour que ça redevienne un 0 ou il y a pas de baguette magique? Bon, ouais, ça, c'est une bonne question parce que justement, dans les prolapsus, premièrement, oui, il y a les grades, comme tu as expliqué, de 0 à 4, mais c'est très fluide. Ce que ça veut dire, c'est que le matin, la femme peut se lever et son prolapsus est presque pas descendu parce qu'elle a été allongée toute la nuit et que avec ses activités durant la journée, et là, en fin de journée, elle est rendue à peut-être un 3 sur 4. Alors, elle a commencé à un 1
et ou un 2 probablement et là, durant la journée, ça descend un peu plus. Ou après avoir eu une selle, là, oh, c'est descendu plus. Fait que ça change durant la journée, un prolapsus. Fait que déjà, on peut voir des changements comme ça, mais on n'aura pas un changement de dire: «OK, je vais prendre un 3 sur 4 et ça va devenir un 0». Non, ça peut pas faire ça. Ce qui change le plus, c'est les symptômes. Alors, le symptôme de dire la pesanteur, d'avoir, peut-être même un inconfort, une douleur, c'est ça qu'on va changer en physio, mais si c'est des grades plus avancés, dans les 3, des 4, nécessairement, il faut essayer de regarder pour un PESER. Les femmes qui sont dans un 2 sur 4, ça ne sort pas du vagin, c'est juste à l'intérieur, à l'entrée peut-être, mais pas sorti. Mais c'est des femmes qui s'en plaignent souvent parce que et c'est juste à une place où c'est agaçant. Alors c'est que le cerveau se rend compte qu'il y a quelque chose, mais que ça change. Alors d'une activité à l'autre, ça peut juste bouger un peu et il se trouve très inconfortable. Ça, celle-là, je peux dire qu'on peut vraiment changer les symptômes. Mais quand on l'évalue puis qu'on fait pousser la personne, ben son prolapsus, il va quand même être là. Mais ça, si on enlève les symptômes et qu'on améliore les pressions et qu'on empêche que justement ça se rempire, bien ça va être bon. La personne peut continuer avec son prolapsus. C'est pas dangereux dans les premiers stades d'un prolapsus d'avoir justement un organe qui est un peu descendu. Puis on a parlé là, rapidement des bandelettes, là, entre autres les bandelettes d'incontinence. Là, il y a quelques années, là, il y a eu des reportages, enquêtes, ces choses-là, pour dire il y a des femmes québécoises qui souffrent avec leurs bandelettes. Ils vont aux États-Unis recevoir des traitements, ce qui a mené à des décisions, là, puis des initiatives gouvernementales pour implanter un programme maintenant là, associé à ces femmes-là qui ont des complications. Est-ce que tu peux en parler? Puis est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les différentes bandelettes, d'incontinence qu'on met au Québec ou qu'on a mis dans le temps? En fait, ce qui est arrivé, c'est que les bandelettes ont quand même commencé dans les années 1995 à 2000, en Norvège et ensuite ici, au Canada au début des années 2000 et c'était une petite, bandelette, donc ce qu'on appelle une mèche en anglais, mais mèche dit vraiment le mot parce que c'est comme un tamis ou comme un moustiquaire, on va dire et c'est placé en dessous de l'urètre pour essayer de maintenir l'urètre pour qu'il y ait moins de jeu, justement, quand il y a un effort, quand il y a une augmentation de pression intra-abdominale, que l'urètre ne descende pas autant et qu'elle soit un peu plus fixe. Et ces bandelettes-là sont faites pour comme que notre tissu se mette à l'intérieur et elle se maintient à cette place-là. Mais à cause de ça, ça vient comme créer une rigidité autour de l'urètre et chez certaines personnes, ça leur a donné beaucoup de problèmes de douleur. C'était surtout avec les bandelettes qui sont attachées dans l'obturateur interne, qui est un muscle de hanche. Alors, c'est surtout ces bandelettes-là qui ont été proscrites. Maintenant, elles ne sont plus supposées être utilisées. C'est la même type de bandelette, mais c'est la technique qui n'est plus utilisée. Et ils essaient maintenant d'utiliser, d'autres façons avec justement les tissus homologues pour faire cette petite bandelette-là. Il y a quand même encore des bandelettes qui sont utilisées c'est la même chose. Ils ont changé un peu le matériau et la bandelette, elle est, placée d'une autre façon autour de la vessie, ben, en avant de la vessie. Mais cette technique-là, qui était utilisée avant, est quand même encore utilisée. C'est sûr qu'il y a toujours un risque parce que ça dépend comment la personne cicatrise aussi. La bandelette est placée dans un espace qui est assez restreint entre l'urètre et le vagin, un espace qui est très vascularisé. Donc, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, qu'il y a beaucoup d'apports sanguins. Alors, chez certaines personnes, il peut avoir plus de problèmes de douleur. Les bandelettes avaient une tendance à faire ce qu'on appelle de l'érosion. Alors, avec le tissu, quand ça faisait un genre de tissu cicatriciel, la bandelette peut soit comme migrer dans le vagin
ou elle peut migrer dans l'urètre. Et là, ben, on a des problèmes de douleur. Le problème, c'est en expliquant de la façon que notre tissu s'incorpore avec la bandelette, c'est pour ça que c'était si difficile à retirer. Et ça a pris du temps avant que l'expertise soit ici au Québec, et c'est pour ça qu'il y a eu des femmes qui sont allées aux États-Unis parce que les médecins n'avaient pas, réalisé l'impact que ça faisait d'enlever justement toute la bandelette. Et là, maintenant, on a des, centres spécialisés pour les bandelettes quand les femmes ont des problèmes justement de douleur, de rétention, que ça soit n'importe quel problème avec leur bandelette, elles peuvent consulter dans les centres spécialisés qui ont été établis au Québec pour justement les problèmes de bandelettes. Et je pense que c'est important justement d'aller consulter si une femme a des problèmes. Puis ça, c'est dans le réseau public, là, donc on peut aller voir notre médecin de famille, notre IPS, puis demander d'être référé là après, l'évaluation clinique si on pense avoir un problème relié à notre bandelette, c'est ça? Oui, exactement, c'est dans le milieu public et l'évaluation, oui, c'est une évaluation primaire qui est faite avec le médecin de famille, mais il va y avoir une évaluation beaucoup plus spécialisée qui est faite justement dans ces centres-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter là, par rapport aux incontinences et les descentes d'organes? Je pense qu'on a quand même fait un bon tour d'horizon. Oui, on a parlé de beaucoup de choses. Oui, Ben, je pense que ce qui est important, c'est que les femmes en parlent et qu'en parlent avec leur médecin, qu'en parlent entre elles aussi, parce que c'est quelque chose que tout le monde pense que c'est normal, mais ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Puis quand justement, vous voyez que vous commencez à avoir des petits problèmes, ben, c'est d'aller consulter rapidement parce qu'on parlait qu'une incontinence spécifiquement d'urgence, ça commence avec de l'urgence ou ça commence avec une augmentation de fréquence. Alors à ce moment-là, il faut déjà commencer à régler le problème pour que ça vienne pas à une incontinence. Les problèmes de constipation, laissez pas ça passer en disant: «Ah, mais j'ai toujours été constipée». Non, ça change au fil des années, il faut essayer de regarder ça. Alors, il y a tellement des petites choses qu'on peut faire qui vont changer notre vie, qui vont améliorer, qu'il faut pas laisser passer les petits signes, puis il faut aller consulter. je pense qu'il faut changer notre discours en tant que société aussi, comme de quoi que, tu sais, tu l'as bien dit, là, c'est pas normal d'avoir des incontinences urinaires ou fécales. Puis, tu sais, les fameuses publicités là, de culottes, d'incontinence et tout, là, c'est tellement. Non, mais tu sais, c'est comme rendu commun, on voit ça passer, puis là, haha, tu sais, elle met sa petite jupe en soie par-dessus ça, puis elle est partie faire son 5 à 7, mais tu sais, je pense que c'est ça, il faut changer notre façon de voir ça, puis de savoir qu'il y a des traitements, puis que ça peut s'améliorer. Beh, je pense que ça fait partie aussi de la solution en tant que société pour changer un peu ce paradigme-là. Merci beaucoup, Marie-Josée. Tu es toujours, très intéressante et pertinente, puis, merci beaucoup de ton temps. Ah, ça me fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir de te parler de ces problématiques-là parce que, comme tu dis, c'est très important. Ouais, tu es une vraie passionnée, fait que j'encourage toutes les physios à aller, suivre les formations là avec, l'Académie canadienne de santé pelvienne. Moi, j'ai fait plusieurs cours, puis c'est toujours fort, fort intéressant. Ah, merci beaucoup. À la prochaine, bye bye. À la prochaine, au revoir.